ces micro-habitudes qui changent tout. Ça a complètement transformé ma manière de voir le mouvement, ma manière de voir mon corps et de voir aussi comment on obtenait des résultats. Ma grossesse est arrivée et mon corps m'a dit stop. Avant d'être maman, je faisais énormément de cours à impact, des choses qui demandaient à mon corps énormément d'efforts et j'avais l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion. On n'a pas besoin de transpirer 1 heure, de sauter, courir 5 fois par semaine, de se faire du mal. Les 9 premiers mois postpartum, j'ai essayé de reprendre ma vie d'avant, mon énergie d'avant, la sédentarité. Il n'y a rien de pire pour la peau, pour le sommeil. Ça peut vraiment avoir un impact négatif et notamment sur notre motivation. Où je suis entre 2 pauses au parc avec mon fils et que j'ai envie de bouger, et ben je bouge, boire de l'eau dès le réveil. L'hydratation, ça fait vraiment partie de votre bien-être et ça devrait être le premier réflexe. Alors je vous dis vraiment, je masse mon ventre, je pense 2 minutes par jour. On est hyper exigeante avec lui, ce pauvre petit ventre, et on veut qu'il soit en fait le plus sculpté et discret possible. Qui que vous soyez maman, pas du tout maman, jeune fille de 20 ans, 30 ans, 45 ans, il n'est jamais trop tard pour intégrer toutes ces routines dans votre quotidien. Hello, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve dans cet épisode dans lequel je vais vous parler de ces micro-habitudes qui changent tout, qui ont transformé mon quotidien et qui ne me prennent pas plus de 30 minutes par jour. Alors je sais, dit comme ça peut paraître un peu fou, mais en fait, on voit souvent toutes ces habitudes, ces routines chez les Instagrammeuses sur les réseaux sociaux qui prennent 2 heures, des femmes qui se réveillent à 4 heures du matin pour pouvoir faire tout ce qu'elles veulent avant le réveil de leurs enfants, faire 1 heure de sport, aller dans le sauna, faire des soins du visage, etc. C'est pas du tout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de 2 heures avant le réveil de tout le monde pour changer votre vie, vraiment. Parfois, c'est des petites habitudes que vous pouvez intégrer super facilement, sans avoir à vous réveiller avant tout le monde, sans avoir à sacrifier votre sommeil, ni votre vie pro, ni votre vie de famille. Au contraire, c'est des toutes petites routines que vous intégrez de manière ponctuelle tout au long de la journée et qui font que, mis bout à bout, vous avez pris au moins ces 30 minutes pour vous et que ça a considérablement amélioré votre bien-être. Et c'est ça que je vous partage aujourd'hui. Avant d'être maman, moi je voyais les choses complètement différemment. Déjà, mon rapport au temps n'était pas le même. On est d'accord, toutes les mamans, on n'a plus du tout le même temps qu'avant. Je pense qu'il a été réduit par 5 au moins. Du coup, mon rapport au sport n'était pas le même non plus, mon rapport au mouvement. Je faisais énormément de cours à impact, de cours hyper intenses. Donc j'allais à beaucoup de cours en fait en présentiel, chose que aujourd'hui je fais plus tellement parce que par manque de temps justement. Et du coup je faisais beaucoup de bootcamp, beaucoup de cycling, beaucoup de HIIT, des choses qui demandaient à mon corps énormément d'efforts, énormément d'intensité, d'impact. Et je ressortais de ces cours complètement épuisée sur les rotules, mais quand même bien parce que je sentais que ça avait fait du bien à mon corps de bouger, mais quand même complètement épuisée, notamment sur le reste de la journée. Et à côté de ça, je prenais pas de petit déjeuner, très souvent, je skippais le petit déjeuner, je buvais un café à jeun direct au réveil, et je vivais vite, je vivais intensément, et j'écoutais un peu moins mon corps, je bossais beaucoup. À ce moment-là, j'étais prof de yoga en studio et à domicile, et du coup je me déplaçais énormément et dès très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, et du coup j'enchaînais comme ça tous les jours sans trop me connecter à moi-même, alors que pourtant je disais aux autres toute la journée de se connecter à eux-mêmes en donnant des cours de yoga, mais comme quoi le cordonnier est toujours celui qui est le plus mal chaussé. Et en fait après, ma grossesse est arrivée et mon corps m'a dit stop. Mon corps m'a dit stop parce que en fait, ces habitudes-là, déjà, elles n'étaient pas durables sur le long terme. J'avais une mauvaise alimentation parce que du coup, j'étais tout le temps en train de courir. J'avais un corps qui était quand même assez stressé, assez tendu, parce que finalement, je passais mon temps à aller dans tous les sens, plus ajouter à ça des cours ultra intenses qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour moi à ce moment-là. J'avais un pas très bon rapport à mon corps vu que j'étais déconnectée de lui et que je me posais pas énormément de questions, et surtout je me posais pas, tout court, je ne me posais jamais. Et avec la grossesse, en fait, on comprend vite qu'on peut plus continuer comme ça. Le corps dit stop, il est déjà en train de fournir tellement d'énergie pour créer un humain, ce qui est quand même assez dingue quand on y réfléchit.
qu'il peut plus en fait. On peut plus avoir autant d'impact dans notre vie, on peut plus avoir autant d'intensité dans la vie, on peut plus courir partout, on peut plus skipper même le petit déjeuner. Enfin, moi, enceinte, si je sautais le petit déjeuner, je me sentais affreusement mal. Donc en fait, mon corps, c'est comme s'il m'avait obligée à ralentir. Et après la grossesse, j'ai été obligée aussi d'une autre manière, à la fois parce que mon corps, il était plus capable de faire ce qu'il faisait avant, il avait changé, et j'étais beaucoup plus obligée d'être à l'écoute de ses besoins parce que je me retrouvais face à des cicatrices, à des chamboulements que je n'avais pas avant. Et du coup, je ne pouvais pas le pousser, mon corps, comme je le poussais avant. Là, il me disait clairement non, si tu fais ça, là, je m'écroule. Donc c'est ça que le postpartum a induit chez moi, c'est ce fait de plus pouvoir faire comme avant. Et en plus, on ajoute à ça le fait d'avoir 10 fois moins de temps parce qu'on devient maman, qu'on s'occupe d'un petit être et que voilà, ça demande de l'énergie, ça demande du temps et qu'on peut plus faire comme on faisait avant. Vraiment, grâce à ça, mon rapport au temps, mon rapport au corps, mon rapport au mouvement, il s'est transformé, il s'est complètement transformé parce que les 9 premiers mois postpartum, j'ai essayé tant bien que mal de reprendre toutes ces habitudes-là, de reprendre ma vie d'avant, mon énergie d'avant, le mouvement d'avant. Et je me suis vite rendu compte que j'en étais vraiment, vraiment plus capable. J'ai essayé de courir à 2 mois postpartum alors que j'aime pas tellement la course et que je courais pas du tout avant. Et j'ai repris le bootcamp à 3-4 mois postpartum alors que je sentais bien que mes problèmes d'abdominaux, de périnée, de dos n'étaient pas du tout réglés. Donc j'ai mis énormément d'intensité sur mon corps à seulement 4 mois après avoir accouché. Et comme ça, au fur et à mesure des mois, j'ai essayé de tirer sur la corde jusqu'à ce que je me rende compte, que je me rende à l'évidence que en fait, c'était plus possible. C'était plus comme avant et que ça le sera peut-être plus jamais, mais c'était pour le mieux. Vraiment, c'était pour le mieux. C'est vraiment le point essentiel de ce podcast. C'est vraiment de vous dire que tout ça, ça m'a vraiment appris à ralentir et qu'en fait, il n'y a que du bon dans le fait de ralentir et de trouver ces mini-routines qui ont changé, transformé ma vie et qui, je suis sûre, peuvent aussi transformer la vôtre par des tout petits gestes du quotidien qui font toute la différence. On n'a pas besoin de transpirer 1 heure, on n'a pas besoin de sauter, courir 5 fois par semaine, on n'a pas besoin de se priver au niveau de l'alimentation et de se faire du mal pour avoir un corps dans lequel on se sent bien. C'est tout l'opposé et c'est vraiment l'objectif de cet épisode, c'est de vous expliquer que tout ce qu'on a mis dans notre tête depuis qu'on est toute jeune, que sans effort, sans transpiration, sans tout donner, il n'y a rien. C'est complètement faux. Et voir, c'est tout le contraire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert et c'est exactement ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais vous partager les petites routines les plus importantes, celles qui ont eu le plus d'impact au quotidien, qui m'apaisent, qui m'aident à me sentir bien dans ma peau, dans ma vie, en tant que maman, en tant que femme, en tant que copine, en tant que professeur de yoga, de pilates. Voilà, je vais vous partager tout ça, qui que vous soyez maman, pas du tout maman, jeune fille de 20 ans, 30 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, il est jamais trop tard pour intégrer toutes ces routines dans votre quotidien. Première petite micro-habitude qui a tout changé pour moi, c'est de marcher. Et marcher entre 7000 à 10 000 pas par jour. Je sais que je me fais taper sur les doigts quand je dis ça parfois sur Instagram. Beaucoup de femmes me disent c'est impossible. C'est impossible dans ma réalité. Je travaille, je suis derrière un ordinateur, je suis en voiture, j'ai un timing ultra serré. Je ne peux pas marcher plus de 5000 pas. J'ai compris. C'est juste que ma réflexion autour de ça, c'est de se dire ok, si on recule un petit peu, si on retourne en arrière et qu'on regarde un peu comment nos ancêtres vivaient, on était des chasseurs-cueilleurs à la base et on passait notre temps à courir, marcher, faire un feu, faire à manger. On était tout le temps en mouvement, on n'était jamais posé sur un canapé en train de scroller sur Instagram. Et aujourd'hui, nos modes de vie sont devenus ultra sédentaires. On a énormément de confort, on a du chauffage, on a un toit, on n'a plus besoin en fait, bien évidemment, d'avoir la vie que nos ancêtres menaient. C'est pas du tout ça qu'on souhaite, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans notre nature d'être actif. Et c'est dans notre nature d'être en mouvement, de marcher, de garder notre corps en fait actif tout au long de la journée. Et aujourd'hui, à cause de nos modes de vie ultra sédentaires, d'être derrière un ordinateur, d'être derrière un bureau, de se déplacer en voiture, parfois d'être en télétravail aussi, parce que je sais que beaucoup d'entre vous
sont en télétravail, et moi je suis beaucoup en télétravail également, c'est super dur en fait de se mettre en place cette routine où on intègre nos pas. Et en fait ce que je dis, c'est que si vous vous rendiez compte du nombre de pas que vous faites dans la journée, c'est que parfois on n'est même pas à 5000, on est autour de 300, 700 pas. Parce que parfois ce qu'on fait, c'est même pas sortir de chez nous, c'est juste se lever, se mettre devant notre ordinateur, répondre à 100 mails, refermer, aller manger, repartir, peut-être s'allonger un petit peu dans le canapé, etc. Et ce que je veux dire par là dans ce premier point, c'est que en fait intégrer la marche, ça peut se faire hyper facilement. En fait, la marche, ça ne vous demande rien. On enfile ses baskets et on sort quand on peut, dès qu'on peut, et pas forcément 1 heure. Vous pouvez faire juste 10 minutes après votre petit déjeuner, vous pouvez faire 15 minutes après votre déjeuner, ou alors 20 minutes entre 2 réunions, ou peut-être même une réunion au téléphone. Moi, j'ai mis ça en place de plus en plus quand j'ai des réunions professionnelles, des calls. Parfois, je m'excuse dès le début et je dis « je suis désolée, je ne mettrai pas ma caméra, je suis en train de marcher dans un parc ». Et en fait, au début, ça étonne un petit peu les gens, mais si je n'ai pas forcément besoin d'être face à mon ordinateur pendant cette réunion, que je suis un peu plus passive, ou alors juste que ça me demande de parler, et pas forcément d'avoir des chiffres sous les yeux ou un document, en fait, pourquoi ne pas le faire en mouvement ? Et ça, c'est pareil si vous êtes dans un bureau, levez-vous de votre chaise, faites des petits tours autour de votre bureau, allez vous chercher un café pendant que vous êtes dans votre réunion, si vous ne pouvez vraiment pas quitter les bureaux. Mais c'est vrai qu'en fait, juste appliquer un petit peu de mouvement comme ça dans votre quotidien avec la marche, c'est ultra efficace parce que ça vous permet d'avoir déjà eu votre base, c'est-à-dire 5000, 7000, voire 10 000 pas si vraiment vous y arrivez, ou en tout cas le week-end, essayez de tendre vers cet objectif et vous verrez que vous allez vous sentir vraiment bien. La sédentarité, il n'y a rien de pire pour les muscles, pour la peau, pour le sommeil, rester chez soi enfermé sans voir la lumière, sans bouger, se faire du bien, ça peut vraiment avoir un impact négatif et notamment sur notre motivation, sur notre énergie. Donc vraiment, essayez d'intégrer un peu plus de marche. Ça peut être prendre les escaliers au bureau, ça peut être prendre les escaliers chez vous, ça peut être vous arrêter un petit peu avant le travail avec votre voiture pour faire 10 minutes à pied à l'aller et au retour. Et ça peut être faire une mini-marche après avoir déposé vos enfants à l'école. Moi, c'est ce que je fais maintenant. 10 minutes dans un parc juste à côté de la crèche. Et en fait, ça me fait un bien fou au moral d'avoir commencé ces 10 minutes comme ça, plutôt que 10 minutes à lire des mails qui vont me stresser. Donc voilà, intégrer la marche, vraiment, il y a eu plein d'études ultra favorables pour la marche. Il y a tellement de bienfaits et d'effets positifs sur la marche. Vraiment, je ne peux que vous inciter à aller marcher si vous n'avez pas le temps de faire votre sport, si vous n'avez pas le temps de prendre 1 heure pour vous. C'est vraiment pas un sujet tant que vous intégrez du mouvement dans votre vie, à commencer par la marche. Deuxième micro-habitude que j'ai mis en place dans mon quotidien, c'est boire de l'eau dès le réveil. Avant, je vous disais, c'était le café direct à jeun et j'avais comme cette sensation d'en avoir besoin pour me réveiller. Je dépendais de mon café pour avoir cette énergie. Et je pense que je vous dis ça en même temps, j'étais en train de scroller sur Instagram 2 minutes après mon réveil. Enfin, voilà, je faisais plein de choses dès mon réveil qui n'étaient pas forcément bonnes pour mon stress, pour mon bien-être, etc. Et depuis que j'ai mis ça en place, boire un grand verre d'eau, moi j'aime bien l'eau tiède, l'eau chaude, je la fais chauffer, je la fais bouillir parce que j'aime pas prendre l'eau du robinet, j'en ai beaucoup qui me demandent. Dès que j'ai fait ça, je prends ma petite eau, ça me fait tellement de bien au ventre, ça me réveille, ça m'hydrate. En fait, le fait de ne pas forcément mettre de thé ni de goût à votre eau, si vous mettez une tisane par exemple ou si vous mettez du jus de citron, j'en ai beaucoup qui me demandent, le fait d'avoir juste de l'eau pure, ça vient vraiment envoyer le bon signal à votre cerveau et à votre ventre qu'on vient s'hydrater après la nuit. Pendant la nuit, on transpire énormément, on s'en rend pas compte, mais on évacue beaucoup et du coup, il faut vraiment réhydrater son corps dès le réveil, c'est ultra important. L'hydratation, ça fait vraiment partie de votre bien-être et ça devrait être le premier réflexe dès le réveil. Un grand verre d'eau et une fois que vous l'avez fait, c'est bon, c'est fait. On peut repartir pour une bonne journée. Donc depuis que j'ai mis ça en place, moi, ça me fait vraiment du bien. Pourquoi de l'eau chaude ou tiède ? Pour moi, c'est vraiment une histoire de préférence et aussi de ressenti. Je sens que l'eau froide, ça agresse beaucoup trop mon estomac, un petit peu comme le café finalement. C'est pas acide bien évidemment, mais je sens que ça agresse mon corps qui était quand même
pendant 8 heures au chaud sous la couette et qui a juste besoin qu'on le réveille en douceur. Et mon eau chaude, c'est vraiment mon moment à moi où je sens que ça réveille tout doucement mon corps, ça réveille mon ventre, ça réveille chaque partie de mon corps une à une en douceur et ça me fait un bien fou. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi l'eau chaude, pourquoi l'eau pure seule. Et si ça ne fait pas partie de vos préférences d'avoir de l'eau un peu plus chaude, si c'est bizarre pour vous, bien évidemment, prenez de l'eau tempérée. Évitez juste qu'elle soit trop froide pour pas trop agresser votre organisme. Ce qui nous mène à notre troisième point, c'est ne pas boire de café à jeun. Comme je vous disais, moi, la première chose que je faisais, c'était mon café. J'avais l'impression que je dépendais de ce café, que ma journée dépendait de ce café. Sinon, j'allais être de mauvaise humeur, j'allais pas être réveillée, ce qui est complètement faux parce que quand on se réveille, notre taux de cortisol, il est quasiment à son maximum. Donc, on a toutes les clés pour avoir assez d'énergie pour traverser en tout cas ces 2 premières heures de la matinée. C'est le moment où on est censé avoir le plus d'énergie biologiquement, physiologiquement. Et du coup, rajouter un café à ça, ça vient vraiment augmenter encore plus ce taux de cortisol qui s'est naturellement équilibré, qui s'est naturellement réglé et qui n'a pas forcément besoin de ça. D'autant plus que moi, je sentais vraiment que le café à jeun, ça agressait énormément mon estomac. Ça créait de l'inflammation, ça me provoquait des ballonnements, ça me créait de l'acidité. Vraiment, je sentais que mon estomac, après, comme je vous disais, 8 heures de sommeil, bien au chaud, tranquille, à évacuer un petit peu toutes les tensions, à éliminer toutes les toxines de la journée d'avant, il n'a pas du tout envie de se recevoir un café complètement vide comme ça. Ça favorisait vraiment l'inflammation. Et le jour où en fait j'ai essayé d'attendre, de repousser un petit peu le moment où je prenais ce premier café, je me suis rendu compte que ça avait un impact sur toute ma journée, à la fois sur mon ressenti, sur mon bien-être, sur mon énergie, sur mes ballonnements. Ça a eu un impact considérable. Donc aujourd'hui, je prends mon grand verre d'eau, je prends mes compléments alimentaires, probiotiques, glutamine pour le ventre et je prends mon petit déjeuner avant de prendre ce fameux café. J'attends environ 8h30, 9h pour prendre un café et je suis en train de lire un livre justement sur la santé et qui dit qu'effectivement, la meilleure fenêtre pour prendre un café, c'est une fenêtre de 2 heures dans la journée, donc c'est rien du tout et c'est entre 9h et 11h. Donc voilà, si vous voulez la meilleure fenêtre pour prendre votre café, c'est peut-être le moment où vous arrivez au bureau et pas forcément le moment où vous arrivez dans votre cuisine dès les premières heures de la journée. 4e habitude que j'ai pris depuis que je suis devenue maman, c'est de prendre un petit déjeuner protéiné et salé. Avant, je prenais pas de petit déjeuner, avant j'enchaînais directement ma journée et ce qui fait que généralement, soit je mangeais beaucoup au déjeuner parce que j'avais très faim à partir de 11h, soit je grignotais à partir de 11h. Comme je vous disais, j'étais beaucoup en transit, je me déplaçais beaucoup et du coup, je finissais beaucoup dans les boulangeries. J'achetais un croissant, j'achetais un pain au chocolat à 10h30, 11h parce que j'arrivais pas à tenir en fait le ventre vide. Et ce qui fait que je mangeais mal, ça m'apportait aucune bonne calorie, ça m'apportait aucune vitamine, aucune énergie, voire au contraire, ça me plombait pour le reste de la journée, surtout après mon déjeuner. Depuis que j'ai pris cette habitude de prendre un petit déjeuner, et notamment salé et protéiné, ça change pareil tout le reste de ma journée. Parce que je n'ai plus du tout de fringales, j'ai plus du tout d'envie sucrée, alors que vraiment avant j'avais une vraie addiction au sucre. J'ai plus envie de sucrer, surtout le soir. Ça, c'est incroyable. Je suis beaucoup plus calée, donc je mange un peu moins le reste de la journée, c'est mieux réparti. Et je mange mieux parce que, en fait, ça m'a calée de la bonne manière dès le matin. Et du coup, j'ai plus ces envies, j'ai plus ces obsessions qui pouvaient arriver au fur et à mesure de la journée. Et moi, c'était surtout à partir de l'après-midi ou le soir. 16h, 16h30, à l'heure du goûter, là, je pouvais vraiment craquer sur des trucs très sucrés, comme du pain, des tartines, je sais pas, un croissant, des bonbons, des gâteaux, des choses très industrielles qui n'apportaient rien. Ou le soir, après mon dîner, vraiment cette envie hyper forte de sucre, mais vraiment le sucre raffiné, quoi. Et depuis que je prends un petit déjeuner salé, je n'ai plus ces envies-là, j'ai plus ces fringales. Je contrôle en fait beaucoup plus ce que je mets dans mon assiette et je mange beaucoup mieux. Et ça a eu un impact considérable. Au début, je vous l'avoue, je me forçais pas, mais j'y suis vraiment allée petit à petit parce que moi, j'ai toujours été cette personne qui n'avait pas faim le matin.
quand je me réveillais. Et en fait, ça vient petit à petit parce que forcément, quand je mangeais pas le matin, je mangeais plus le reste de la journée. Et du coup, je me réveillais et j'avais déjà le ventre encore un peu plein de la veille. Tandis qu'aujourd'hui, mon apport de calories et de nutrition, il s'est tellement étalé dans la journée que c'est beaucoup plus équilibré, je mange moins le soir et l'après-midi et du coup j'ai un peu plus faim naturellement le matin. Mon petit déjeuner aujourd'hui que j'adore, c'est 2 ou 3 œufs même le matin. Quand je vous dis que je suis allée progressivement, c'est qu'il y a 2 ans, je n'aurais jamais mangé 2 œufs au réveil, ça m'aurait semblé complètement écœurant. Donc je mange 2 œufs et je mange une tartine généralement de pain de seigle avec du beurre d'amande. J'adore. Et avec ça, j'ajoute un fruit. Souvent, c'est un kiwi parce que ça m'aide vraiment au niveau de la digestion. Et le fait d'apporter ces protéines dès le matin, ça a vraiment changé, comme je vous disais, ma manière de m'alimenter et d'une manière vraiment très, très bénéfique. Ça m'a vraiment apporté plein de bienfaits. Donc, je ne peux que vous inviter à essayer et essayer vraiment par petits pas. Pour celles que ça dégoûte, pour celles qui n'ont vraiment jamais pris de petit déjeuner, il n'y a rien de mal à ne pas petit déjeuner. Mais essayez et je pense que vous serez vraiment étonné positivement tout en sachant que ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on va se faire 3 œufs, une tartine et des fruits. Vraiment, allez-y lentement. Ça peut aussi être du yaourt grec, ça peut être, si vous aimez vraiment les tartines avec de l'avocat par exemple, de la feta. Il y a plein de recettes sympas, inspirez-vous des brunchs et des choses faciles à faire et assez rapides. 5e micro-habitude que j'ai intégrée dans mon quotidien depuis 1 an et demi, je dirais, c'est de bouger entre 10 et 30 minutes par jour. Ça, comme je vous ai expliqué, ça a complètement transformé ma manière de voir le mouvement, ma manière de voir mon corps et de voir aussi comment on obtenait des résultats. Avant, je m'obligeais à aller à ce cours intense de 50-55 minutes dans lequel je ressortais et je me sentais complètement fatiguée, épuisée. J'avais l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion, en fait, en sortant de ce cours. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais vraiment cette sensation que on s'est vidé, on a tout donné et c'est très ambigu parce qu'il y a un aspect ultra positif à ça et très agréable. Et en même temps, on sent quand même que ça nous a pris tout ce qui nous restait pour le reste de la journée, quoi. Et le jour où j'ai compris, déjà parce que j'avais plus le temps et plus l'énergie d'avant pour faire ça, le jour où j'ai compris qu'en fait, je pouvais obtenir encore plus de résultats avec des séances à la maison et surtout, et c'est ça qui est le plus étonnant, c'est des séances plus douces, et bah ça a complètement transformé ma manière de bouger. Aujourd'hui, je bouge quotidiennement. Donc je vous disais, je fais entre 7000 et 10 000 pas par jour, sans que ça me prenne 2 heures dans ma journée. Et je bouge. Souvent, ça se caractérise par du pilates, du yoga, du renforcement en profondeur, peut-être parfois un peu de cardio, même si le cardio, je le retrouve surtout quand je marche, et sur tapis. Souvent, c'est sur tapis. Après, j'ai conçu aussi des séances où on pouvait faire sans tapis. J'ai fait des séances d'abdos debout, par exemple, pour quand je suis en vacances, je suis dans un hôtel, je ne suis pas chez moi, ou je suis entre 2 pauses au parc avec mon fils et que j'ai envie de bouger, et ben je bouge et je fais cette séance de 10 minutes d'abdos debout qui fait que je travaille en profondeur mes abdos, que je renforce mon périnée, que je travaille mes jambes, que je travaille mes bras, mon souffle, sans accessoires, sans forcément me déplacer pour aller à un cours de sport et sans forcément donner toute mon énergie à cette heure. C'est des séances qui me font du bien, c'est des séances dans lesquelles je me sens beaucoup plus vivante et surtout après. Je passe pas ma séance à regarder quelle heure il est et dans combien de temps c'est terminé et quand est-ce que je vais pouvoir être libre. Au contraire, la séance elle se termine et je me dis « Ah déjà, ça fait 20 minutes que je bouge » et je pars de là et je me sens complètement différente. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne parce que ça m'a donné un tel relan, un tel élan d'énergie que vraiment je pourrais plus m'en passer. Je pourrais plus m'en passer et surtout je pourrais plus revenir à ce que je faisais avant. Je ne supporte plus cette idée de faire du sport et se faire du mal, faire de l'intensité juste pour faire de l'intensité en espérant avoir des résultats derrière. Je ne me suis jamais aussi transformée que depuis que j'ai intégré ces micro-routines, en transformée à la fois physiquement et mentalement. Je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps et dans ma peau que depuis que j'ai intégré ces routines où je conscientise tous les mouvements, je conscientise tous mes gestes, tout ce que je fais et je sais pourquoi je les fais et je sais ce qui m'apporte
Et je le fais pas juste par réflexe parce que j'ai lu que prendre du café, ça allait brûler des calories et skipper le petit déjeuner, ça allait augmenter mon métabolisme. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous dire que parfois, on a ces idées en tête, ces idées reçues et qui sont complètement fausses. Et voire qui nous empêchent d'aller vers cette méthode beaucoup plus douce, beaucoup plus respectueuse de notre corps, beaucoup plus durable et du coup, beaucoup plus efficace. La 6e micro-habitude que j'ai mis en place dans mon quotidien, c'est le massage. Alors, je me suis jamais faite énormément masser. Le massage a jamais fait partie de ma vie parce que j'ai toujours trouvé ça assez cher, pas hyper accessible et j'y retrouvais pas énormément de bienfaits jusqu'à ce que je découvre l'automassage. Et là, l'automassage, pour moi, ça a été un énorme changement, une révélation parce que j'ai découvert à quel point quelques minutes, alors je vous dis vraiment, je masse mon ventre, je pense 2 minutes par jour, mais j'ai tellement longtemps souffert de ballonnements, de mauvaise digestion, d'un ventre avec lequel j'étais pas du tout à l'aise, j'étais pas bien, que d'avoir découvert cette puissance de l'automassage, ça a vraiment révolutionné ma vie, sans exagérer, vraiment, je vous le jure. C'est un tel bien-être. En fait, ça m'a permis de me réconcilier avec cette zone de mon corps que j'ai jamais vraiment aimée. Et je pense qu'on est beaucoup, nous les femmes, à en demander beaucoup à notre ventre. Alors que pourtant, on dit le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Le ventre, chez nous les femmes, c'est un endroit tellement sacré, tellement précieux. Les organes qui vivent dedans, ils nous sont essentiels. Et pourtant, on le maltraite et on est hyper exigeante avec lui, ce pauvre petit ventre. On lui en demande beaucoup, on veut qu'il soit tout plat, on veut qu'il soit dessiné, on veut qu'il fasse pas de vagues, littéralement. On veut qu'il soit en fait le plus sculpté et discret possible. Heureusement ou malheureusement, nous, on connaît les fluctuations hormonales, on est quand même assez sensible au stress. Et ça va impacter directement l'aspect de notre ventre. Ça va impacter aussi nos sensations, ça va impacter notre bien-être au quotidien. Moi, si je me sens ballonnée, si j'ai vraiment mal au ventre, ma journée, elle va clairement pas être bonne. Et ça va impacter vraiment la tête de ma journée, quoi. Et donc, le fait d'être à la fois plus indulgente avec mon corps, plus douce avec mon corps et de lui apporter de l'attention au quotidien par ces micro-routines que je vous expliquais. Ça peut être le verre d'eau, pas de café à jeun, ça peut être le petit déjeuner aussi, lui apporter des bons nutriments dont il a besoin et pas forcément des choses agressives et inflammatoires. Et le masser, mais ça a été une révélation parce qu'en fait, les premières fois, et même parfois encore ça m'arrive, quand je m'installe pour me masser, où je vais vraiment un petit peu enfoncer mes doigts, mais doucement dans le ventre, je me rends compte à quel point il est tendu. Je me rends compte à quel point il est contracté. Et il est tout le temps comme ça, rigide, rentré vers l'intérieur. Et en fait, rien qu'en le touchant comme ça, je me dis « Ah oui, d'accord, en fait, j'étais pas du tout détendue là. Il va pas du tout bien, mon ventre. » Du coup, juste d'avoir ces 2 minutes par jour où je me reconnecte à mon ventre et je lui fais du bien. Cet automassage que je fais circulairement dans le sens des aiguilles d'une montre, ça vient tout détendre. Et je le vois dès le 2e tour avec mes doigts que vraiment... il y a cette sensation de relâchement, d'apaisement, de détente et qui fait que le jour d'après, parce que je fais souvent ça le soir avant de me coucher, le jour d'après, j'ai beaucoup moins de ballonnements, j'ai beaucoup moins de sensation de pesanteur, j'ai beaucoup moins aussi cette sensation de verrouillage au niveau du ventre, parce que je sais qu'on est nombreuses à tout le temps rentrer notre ventre vers l'intérieur, à avoir des vêtements qui nous serrent. En fait, tout ça, le massage, ça m'a permis à la fois de le conscientiser, toute cette tension qui était dans mon ventre, de déculpabiliser aussi parce que je voyais à quel point ça le rendait rigide et malheureux et d'en prendre soin. Parce que vraiment, c'est mon petit moment avec mon ventre le soir, 2 minutes avant de me coucher et ça m'a jamais fait autant de bien. Donc vraiment, ça c'est l'automassage du ventre, mais j'ai aussi avant ça l'automassage du visage que je fais le soir quand mon fils est dans son bain. C'est un moment que j'ai trouvé parce que je suis obligée d'être dans cette salle, je peux pas faire autre chose, je peux pas vider le lave-vaisselle dans la cuisine qui est dans une autre pièce, je dois le surveiller et être avec lui. Et en même temps, c'est un moment où je joue avec lui et un moment où je prends soin de moi. On n'a pas besoin d'être forcément seul pour prendre soin de soi, c'est trop difficile de trouver un moment seul quand on est maman, mais ça peut être un moment où c'est agréable, on échange avec quelqu'un et en même temps, on prend ce temps pour soi. Et donc moi, quand il va dans son bain, vers 19h,
j'en profite pour me masser, pour me démaquiller, pour mettre mon huile, pour faire mes soins. Et une fois qu'il est couché, en fait, je suis trop contente d'avoir ça en moins à faire parce qu'à la fois, c'était un moment agréable où j'ai pu passer du temps avec lui et en même temps, j'ai pu vraiment faire du bien à mon visage, le sentir repulper, éliminer les tensions de la journée, décontracter ma mâchoire, décontracter mon poing entre les sourcils, me reconnecter un petit peu aussi à cette partie qu'on a tendance à négliger et qui pourtant est essentielle. Donc voilà, vraiment massage, automassage, c'est 0 € et c'est ultra efficace. 7e micro-habitude que j'ai mis en place, c'est sortir mon téléphone de ma chambre. Ça m'a fait un bien fou. En fait, tout simplement parce que en me couchant, je scrollais et en me réveillant, je scrollais. Je regardais mes mails, je regardais Instagram, je regardais mes messages. Et en fait, c'était pas du tout indispensable et c'est jamais urgent. Du coup, ce que je fais maintenant, depuis au moins 6 mois, c'est qu'à partir de 1 heure avant de me coucher, vers 21h, je mets mon portable en mode silencieux et je le mets dans la cuisine et je ne veux plus en entendre parler. Parce que vers 21h, je sais que je ne viendrai plus dans ma cuisine. Je le laisse là, je le regarde plus. Et je ne le regarde que après avoir fait ma petite routine du matin. J'ai bu mon verre d'eau chaude, j'ai fait mes petits étirements, je suis allée réveiller mon fils ou pas, s'il dort encore, je peux regarder mon téléphone juste après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins les 10-15 premières minutes, je suis avec moi et pas avec mon téléphone à rattraper tout ce que j'ai raté dans la nuit. Et ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, j'ai jamais rien raté. On rate jamais rien d'urgent. Si c'est urgent, on trouvera une manière de nous contacter. Ne pas regarder mon téléphone, ça a eu un impact vraiment énorme sur mon stress et sur comment je commençais ma journée et comment je la terminais. Ça a eu un impact énorme sur mon sommeil aussi, du coup, ultra bénéfique. Et du coup, je ne peux vraiment que vous conseiller d'essayer et vous allez voir que vous ne toucherez plus à votre téléphone et ça va vous faire un bien fou entre, 10h et 8h et ça va rien changer à la face du monde, quoi, vraiment. 8e micro-habitude, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de manger maison le plus possible. Ça commence par le petit déjeuner que je fais chez moi, du coup, pour éviter d'aller craquer à 10h ou 11h à la boulangerie, même si bien évidemment, je mange des croissants, des pains au chocolat. J'ai jamais été dans la frustration, j'ai jamais été dans la privation. Quand il s'agit de nourriture, j'écoute à 100% mon corps, mais j'essaye juste par l'alimentation de lui apporter tous les nutriments dont il a besoin. Et j'ai remarqué qu'avec un croissant, un pain au chocolat dès le réveil, souvent ça me provoquait un énorme pic de fatigue à 14h, 15h et j'étais plus capable de rien après. Donc le fait d'avoir intégré déjà ce petit déjeuner à la maison hyper complet, hyper protéiné, ça a tout changé sur mes fringales et sur ma manière de consommer tout le reste de la journée. Et le fait de manger maison aussi, je ne vais pas vous l'apprendre, ça m'a permis de savoir tout ce que je mangeais, parce que souvent on ne sait pas non plus tout ce qui est mis dans nos plats quand on commande ou quand on mange dehors. Et ça m'a permis de manger le moins transformé possible. Pour ça, je me réserve des temps de batch cooking, comme on l'appelle, où je vais cuisiner pendant 1 heure, pas tous les plats de la semaine, parce que franchement, ça c'est impossible, mais au moins... je sais pas, une grande soupe pour toute la semaine, de la purée, au moins les légumes avec les protéines dans mon frigo. Comme ça, je sais qu'ils sont là et je sais qu'on en a pour toute la famille et c'est directement à mettre dans une assiette comme ça, soit pour grignoter, soit vraiment pour dîner, déjeuner. Et ça change tout en fait de les avoir déjà préparés. Par rapport à ça, comment moins se restreindre et avoir moins de frustration. Ce que je fais aussi, c'est que quand je fais les courses, c'est vraiment ma petite astuce, c'est que je fais jamais les courses le ventre vide. Je fais jamais les courses en ayant faim, parce que ça, il n'y a rien de pire que d'avoir des saletés dans son placard. Quand je fais ça, généralement, j'achète des gâteaux, j'achète beaucoup de chocolat, enfin, voilà, j'achète vraiment des trucs dont j'aurais pas forcément envie au quotidien si je mangeais bien ou si j'avais fait les courses après avoir mangé, par exemple. Ça, c'est une astuce toute bête, mais effectivement, quand je fais ça, du coup, le soir, j'ai rien dans mes placards. Si un jour, il m'arrive de vraiment être en mode « oh là là, j'ai envie de pop-corn sucré », et en fait, je les ai pas. Et de ne pas les avoir, c'est que un plus, quoi. Parce que ajouter des aliments industriels, ajouter beaucoup de sucre raffiné, ça n'aura aucun impact bénéfique sur notre sommeil, sur notre santé, sur notre alimentation, sur notre bien-être. Voilà, ça c'est le petit tips que j'ai trouvé pour vraiment avoir que des aliments 100% bruts à la maison et manger le moins transformé possible. Encore une fois, je me fais toujours plaisir.
Mais c'est souvent quand je suis sur un trajet et que j'ai envie de m'acheter un petit truc pour le goûter par exemple et que ça me fait plaisir parce que j'en ai envie, quoi. Ma journée, c'est un peu ça. C'est du 80%, 20%. 80% où je sais tout ce que je mange et j'ai préparé, j'ai anticipé et c'est du fait maison et c'est du brut, etc. Et du 20% où je laisse libre cours à mes envies et à mes sensations en fonction de la journée. Voilà, c'était à peu près toutes les micro-habitudes qui ont changé mon quotidien. Je vous ai donné celles-là parce que je trouve que c'est les plus facilement applicables pour soi-même. C'est celles qui prennent pas beaucoup de temps et c'est celles qui ont un grand impact. Vraiment, retenez bien ça, petits pas, grands impacts. Ces petites routines, elles ont l'air de rien, mais une fois que vous les avez intégrées dans votre quotidien et surtout mis bout à bout, ça fait une énorme différence sur votre bien-être, sur vos ressentis, sur votre énergie, sur votre corps, sur votre confiance en vous. Surtout, vous allez vous rendre compte que c'est pas si compliqué. Cet épisode, il est vraiment là pour vous déculpabiliser et pour essayer de déconstruire un petit peu tout ce qu'on nous a mis dans notre tête autour de l'alimentation, autour du corps parfait, autour de la vie parfaite, du sport parfait, toutes ces choses qu'on n'arrive pas à tenir plus d'un mois et que souvent on fait le 1er janvier et début juin parce que l'été approche. Moi, ce que j'ai vraiment envie que vous fassiez, c'est qu'avec tous ces outils concrets, vous les gardiez en fait toute l'année. Vous les gardiez toute l'année, voire toute votre vie, et que ça vous impacte positivement. Ça vous donne cette nouvelle énergie dont on a tant besoin. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a fait du bien. J'espère qu'il vous a motivé, qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez d'autres micro-habitudes que vous avez intégrées dans votre quotidien et qui ont tout changé. Je trouve que c'est toujours bien aussi de s'inspirer les unes des autres. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour m'en parler, à commenter sous cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.